Bonjour, bienvenue sur Fréquence Populaire. Je suis Diane Lagrange et nous voici de retour pour un nouvel épisode du Monde selon Todd. Bonjour Emmanuel Todd, Bonjour. comment allez-vous? Bah, ça va, on fait aller comme on dit. Je vous représente, vous êtes historien, démographe, analyste et vous allez peut-être nous raconter un petit peu votre actualité sur ces derniers jours. Bah, j'ai transgressé, en fait, ces derniers jours, puisque moi j'essaie de faire une histoire détachée des acteurs. Je suis un rat de bibliothèque, hein, fondamentalement. Je vis entre mes livres et mon canapé, et j'en tire des modèles sur le destin du monde. Et là, j'ai été pris de curiosité, j'ai accepté des invitations à la longue, donc j'ai fait 2 voyages, c'était pour moi extraordinaire. Je ne parle pas des voyages au Japon. Le Japon, j'y vais assez souvent, c'est autre chose. Et donc, j'ai été invité par une fondation hongroise proche d'Orbán, le Premier ministre. Et donc, je suis allé en Hongrie, j'ai fait une conférence assez compliquée sur la divergence des populismes. Et puis, j'ai vu Orbán qui voulait me voir, avec qui j'ai discuté pendant 2 heures. Donc, c'était la première extraction de mon canapé, en Mhm. fait, pour aller vers le monde réel. Et puis, j'ai fait 15 jours de pause et enfin, je suis toujours en train d'essayer de comprendre ce qui se passe quand même, parce que l'histoire bouge très vite en ce Oui, moment. Et j'ai quand même trouvé l'énergie d'aller à Moscou aussi. C'était une invitation de l'Académie des sciences pour faire une conférence, donc une autre transgression, en ce moment. qui est, puisque comme tout le monde m'accuse d'être un agent du Kremlin, j'ai j'ai accepté un contact avec les Russes, que je refusais toujours jusqu'à présent, justement pour me mettre à l'abri des accusations. Et j'ai fait une conférence là-bas et j'ai fait une longue interview pour une revue du ministère des Affaires étrangères russe et une interview pour la deuxième chaîne de la télévision russe, où j'ai dit un certain mot. Où j'ai parlé, en fait, me semble-t-il, ah, comment dire, là-bas comme ici. Simplement, c'est pas pareil, en fait. C'est-à-dire, parler de la défaite de l'Occident à l'intérieur de l'Occident, étant moi-même un occidental, et avec une grosse identification, je dirais, en termes américains classiques, je serais un libéral de gauche, moi. Enfin, vraiment. Donc, c'est une chose, c'est un exercice, on est dans l'opposition, on est marginal, on est interdit d'antenne sur toutes les chaînes publiques. Pas sur Fréquence Populaire. Voilà, donc on est dans ce système hybride Mhm. qu'est le mélange de démocratie et d'oligarchie que sont devenues toutes les soi-disant démocraties occidentales. Donc ça, c'est un exercice que je connais très bien. Mais se retrouver à Moscou devant un public par ailleurs complètement normal, d'étudiants doctorants, posant des questions, sans que personne contrôle quoi que ce soit, mais le faire, tout comme parler à la télévision, ou pour une revue d'État en fait, quand on est dans le pays qui a défié l'Occident, et qui en plus est en train de gagner, c'est vraiment un exercice différent qui m'intimidait en fait. J'étais très, très anxieux en fait. Mais en fait, j'ai fait des conférences normales, des interviews normales. J'ai fait exactement ce que La je même fais chose. ici. Je le fais ici parce qu'on ne se refait pas. C'est pas à mon âge que je vais changer de style, hein. Voilà, c'est mon actualité. Et ensuite, je suis allé me retaper en Bretagne pour aller prendre des coups de rouge avec mon voisin. Enfin, la vie est redevenue normale. Et donc le texte de votre conférence à Bucarest est disponible sur votre blog, Budapest. pardon, à Budapest, est disponible sur votre blog. Oui, Vous avez un nouveau blog. oui, alors ma femme a eu la bonne idée qui m'accompagnait, a eu la bonne idée d'enregistrer mes conférences, et ce que je ne lui avais pas demandé. Et les Hongrois m'ont envoyé une transcription, et que j'ai un peu nettoyée. Et donc, ça m'a déterminé, avec de l'aide, à ouvrir un blog Substack, je pense, ça Sur s'appelle. Substack.
c'est ça. Parce que je voulais publier. En fait, fondamentalement, ce qui m'a motivé, c'est c'est une dénonciation par libération. Ah oui. C'est-à-dire, genre, Escapade, dans la rubrique Escapade, Emmanuel Todd rencontre Orban. C'est vrai que j'ai causé le bout de gras avec lui 2 heures, c'était très intéressant d'ailleurs. Voilà, donc ce qui m'a déterminé à publier le texte complet de mon entretien À Budapest. de Budapest, sur ce blog Substack, ouvert pour l'occasion en fait, et dans lequel je mettrai ensuite l'entretien de Moscou en fait, enfin la conférence de Moscou. C'est qu'évidemment, le truc de Libération n'était pas bien méchant, mais c'était des allusions, je veux dire, avec l'image d'Orban, il y avait le mot extrême droite. Et en fait, je crois que ça m'a un peu énervé parce que moi, mon rapport avec la Hongrie n'est pas fondamentalement un rapport seulement politique. C'est-à-dire que la Hongrie, c'est le pays où ma carrière d'essayiste a commencé, d'une certaine façon, puisque j'y avais été à... Vous voulez en parler, justement, raconter Oui, oui, c'est vraiment... j'avais été à 25 ans. En fait, je pourchassais une jeune Hongroise qui n'a pas voulu de moi, mais qui m'a présenté à toutes sortes de copains. J'ai compris que le communisme était mort dans la tête des jeunes, là-bas. J'ai vu la Hongrie. Je suis rentré à Paris, je suis tombé sur les taux de mortalité infantile russes et ukrainiens qui remontaient, et puis j'ai fait mon premier livre, La chute finale, essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Donc pour moi, la Hongrie, c'est surtout le pays envers lequel j'ai une dette. Et puis c'est le pays, je dirais, du patriotisme. C'est les Hongrois qui se sont soulevés contre le système soviétique en 1956. On l'oublie un peu maintenant quand on critique Orban, mais c'est les Hongrois qui ont abattu le mur. En fait, c'est en permettant... C'est un peu ironique, justement, d'y retourner maintenant dans le contexte actuel. Oui, mais non, en fait quand on connaît la Hongrie, depuis j'ai travaillé sur l'histoire de la Hongrie, les Hongrois ont une conception, je dirais, assez intense de l'idée de souveraineté. Donc c'est un pays de souveraineté. Donc c'est tout à fait normal que les Hongrois, qui ont été les plus en pointe contre le système soviétique, soient les plus en pointe contre l'Union européenne. D'un point de vue hongrois, c'est juste normal. Je veux dire, il m'est arrivé, c'est vrai que la posture du régime Orban, idéologiquement, évoque des notions chrétiennes, anti-LGBT, etc. Il n'y a pas de problème, hein, qui ne sont pas du tout ma tasse de thé, personnellement. Moi, je suis un souverainiste de gauche, un souverainiste inclusif. Et j'en ai d'ailleurs parlé avec Orban. Mais quelque part, au fond de moi-même, je rigolais en me disant, mais en fait, si l'Union européenne menait des campagnes anti-LGBT, je suis sûr que les Hongrois seraient pro-LGBT, par principe, parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Donc c'était vraiment... Et donc, j'ai eu et puis en plus, par hasard, 2 semaines avant, j'ai retrouvé cette femme hongroise que j'avais pourchassée inutilement, d'abord à Paris, puis je suis allé redéjeuner avec elle et avec ma femme à Budapest après avoir vu Orban. Donc j'étais dans un contexte, je dirais, personnel, émotionnel, qui a tellement peu à voir avec les préoccupations paranoïaques de libération, que ça m'a motivé pour dire non, là, il faut que j'arrête de me taire. Et donc j'ai publié, dans mon souvenir, en dactylographie, ça faisait 27 pages, la conférence. Et d'ailleurs, c'était une conférence sur la divergence des populismes. On va en parler plus. Qui ne correspond pas du tout à la ligne, voilà. Oui, ce n'était pas voilà, c'est tout. Donc, voilà. Mais donc, comment dire, tous ces voyages, en fait, dans tous ces voyages, je suis sorti un peu de la posture de l'historien qui cherche d'être extérieur aux événements. Je l'ai dit d'ailleurs, c'est ce que je cherche à être, comprendre les événements en restant le plus possible extérieur. Mais je crois aussi qu'on approche du moment clé de dénouement de la crise, ce qu'on appellerait en anglais le climax.
et que l'urgence, c'est de commencer déjà à rétablir des liens. Alors, la Hongrie fait partie de l'Union européenne et elle a toutes sortes de liens avec le monde germanique que tout le monde ignore ici, évidemment. Mais même avec la Russie, moi, je suis dans une optique déjà d'après la guerre. C'est-à-dire il va falloir retisser des liens avec la Russie. Et en plus, comme les rapports entre les peuples russes et français sont historiquement bons, moi, je suis plutôt, je pense que les gens se diront que je suis allé en Russie, je ne sais pas, peut-être pour chercher les émoluments dispensés par les services russes pour service rendu. Moi, fondamentalement, j'y suis allé pour montrer que tous les Français n'étaient pas idiots. Donc en fait, c'était un acte patriotique français, je veux dire, et particulièrement surtout pour essayer, parce qu'il y a toute une propagande anti-Emmanuel Macron en Russie, parce que il est perçu comme une sorte de clown international là-bas. Et donc, je voulais absolument, moi j'aime beaucoup mon prénom, et je voulais montrer que tous les Emmanuel ne sont pas idiots. Réhabiliter le prénom. Et la France. Et la France. Et la France. Je veux dire, la France produit de la pensée géopolitique. Et à propos de la France, vous serez également présent le 29 mai à un événement qui s'appelle Au nom de la France, qui va être au sujet de la commémoration des 20 ans du référendum de 2005, où la France avait dit non au projet de constitution pour une constitution de l'Union européenne, qui a été ensuite complètement ignorée avec le traité de Lisbonne qu'on a eu. C'est le moment de la sortie de la démocratie. Voilà, exactement. Et donc, vous serez présent ce jour-là à Paris. Avec plaisir, je suis très content. C'est un moment, les gens ne se rendent pas compte, mais je suis content d'avoir trouvé le mot de système hybride pour désigner ce mélange d'oligarchisme et de reste de démocratie. Je pense que la démocratie, elle est ancrée dans le fait que tout le monde vote encore, tout le monde a le droit de voter. Mais sur des choses qui n'ont aucune importance. Voilà, et ça s'explique, on ne peut pas supprimer le suffrage universel, enfin pas encore, c'est pour bientôt, mais pas encore parce que tout le monde sait lire et écrire, il y a un certain niveau éducatif, etc. Mais il y a une sorte de superstructure dominante, plutôt logée du côté des gens qui ont fait des études supérieures ou qui tiennent le pouvoir économique, ce qui se recoupe avec des distractions, et qui paralyse en fait, et qui fait qu'on vote pour que ça ne soit pas appliqué, etc. Mais je dirais que le problème, les bonnes idées viennent partout. Tous les gens nous assomment avec l'idée de guerre hybride, et ils ont fini par me donner l'idée de système politique hybride. Mais j'ai peur qu'on s'achemine vers des systèmes politiques qui sont plus du tout hybrides, parce que plus du tout démocratiques. Ouais, effectivement. C'est ce qu'on est en train de voir. On va en reparler aussi. Donc aujourd'hui, on voulait revenir avec vous sur les premiers mois de la présidence Trump et de ses conséquences géopolitiques. On a fait une émission en janvier, juste avant l'intronisation de Trump. Vous disiez que c'était effectivement un président pour la défaite et qui, voilà, là, du coup, ça fait 3 mois qu'il a pris le pouvoir, il a eu 100 jours où il a fait pas mal de choses, avec beaucoup d'actions de démantèlement de l'État fédéral, avec une politique douanière effectivement assez brutale. Qui a fait beaucoup parler. Donc, comment, pour paraphraser un de vos excellents livres, où en sommes-nous sur la situation aux États-Unis et à l'international? La situation est vraiment très intéressante pour un historien, ce que je reste malgré tout, malgré mes efforts de communication internationale, parce qu'on est à un moment de crise et de basculement. Et en fait, de conférences en interview, etc., j'évolue. C'est-à-dire, pas que je me contredise, mais on voit des événements qui arrivent, qui s'affinent, on ne savait pas exactement ce que ça allait être, ce qu'allait faire Trump, et c'est un extraordinaire exercice,
je dirais, d'adaptation intellectuelle. C'est-à-dire, il y a des faits nouveaux qui sont injectés dans Est-ce que vous avez été surpris? Ben, moi, je cours de surprise en surprise. Les surprises initiales, c'était la violence de Trump contre ses alliés, les Européens, les Ukrainiens, etc. Les Canadiens. Les Canadiens, oui. Et puis, ce que j'appelle le néobellicisme européen. Mais on a vu, je dirais, beaucoup d'autres choses. Alors, je suis dans le détournement de concept en ce moment. Je veux dire, il y a des mots qui sortent et qui me plaisent. Et finalement, alors les gens parlent beaucoup de toutes sortes de gens qui sont autour de Trump, puisque la différence entre la deuxième présidence Trump et la première, il y a beaucoup de différences. C'est que la première, il était engoncé dans l'establishment encore, il était assez paralysé. Et là, il y a autour de lui toutes sortes de gens nouveaux dont les noms qui apparaissent. Donc, c'est surtout là-dessus que j'ai travaillé. Donc, je vais commencer par celui qui a été le plus utile pour moi, sans que je sois d'accord. C'est Peter Thiel. Alors là, j'avais un avantage initial. J'avais passé 3 heures à causer le bout de gras avec lui à l'hôtel Georges V. On va rappeler qui c'est peut-être pour les spectateurs. Donc, Peter Thiel, c'est un milliardaire américain. C'est le fondateur de PayPal. Donc, c'est un milliardaire qui travaille dans le secteur de la technologie, qui est le mentor de J.D. Vance, en fait, mais qui a également comment dire, utiliser beaucoup son argent et ses investissements pour comment dire, mettre en place effectivement une espèce d'establishment réactionnaire. C'est un disciple de René Girard, qui était son professeur à l'université, si je me souviens bien. À Stanford, oui. Voilà, et donc il a une vision très très particulière. Justement, il parle beaucoup d'apocalypse, il a une feuille de route un petit peu voilà, de transformation de la société américaine, on voilà. va dire. Et c'est un libertarien anti-État et toutes ces sortes de choses. Donc, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Alors, j'étais un peu embêté parce que j'avais un préjugé favorable au départ, parce que, en fait, quand on avait discuté, on s'était marré comme des fous. C'est aussi un Américain sympa. Ce qui est souvent le problème avec les Américains. En tant qu'individus, ils sont souvent très faciles et sympas. Bon. Et donc, quand je voyais tous les gens dire Peter Thiel, l'être maléfique qui règne sur le truc, et donc les premières interprétations de ce concept d'apocalypse, il avait donné, je crois, une interview ou un article, je ne sais plus, au Financial Times, où il y avait l'idée d'apocalypse au sens de révélation. Les gens ont moins remarqué d'ailleurs qu'il disait qu'après la révélation, c'est ce qui permettait la réconciliation. Donc il y avait des côtés pas totalement angoissants dans ce qu'il disait. C'est l'étymologie du mot. Oui, révélation, la révélation permettrait la réconciliation. Ça signifie aussi la fin du monde aussi. Voilà. Enfin, et donc, et dans cette révélation, il y avait des trucs complètement secondaires, complotistes, sur le suicide de je ne sais qui en prison. J'ai même pas retenu les thèmes, l'assassinat, peut-être Epstein, non Oui, c'est ça. Ah, mais ça fait compris. Là, on avait eu des promesses sur la déclassification de. Voilà, mais bon, et ça, c'est le truc. Et encore eu d'un assassinat. Voilà, et il y avait dans ce qui pourrait être victime de la révélation, il y avait quand même la désignation des universités, des bureaucraties, des journaux, c'est-à-dire en fait le top de l'establishment, ce qui pour moi correspond quand même à une réalité sociologique plus réelle. C'est-à-dire c'est les gens qui ont fait des études supérieures, ces gens qui ont fait des études supérieures, qui sont des masses de gens qui sont en fait responsables, selon moi, mais ça j'écris ça depuis la fin des années 90, dans l'illusion économique, de la destruction de la démocratie, en fait. Par rupture avec la population. C'est-à-dire que la démocratie, c'était tout le monde sait lire et écrire, et puis il y a quelques mecs qui sont au-dessus, mais s'ils veulent exister, ils doivent parler aux gens ordinaires. Et puis partout, on a vu apparaître, avec l'éducation supérieure, une stratification de la société qui a mené à
je dirais, la division, la séparation, les gens d'en haut commençant à se croire vraiment supérieurs. C'était ce dont parlait Christopher Lasch, peut-être, la révolte des Tout, élites. tout ça se recoupe, Ah tout oui. ça se recoupe. Et puis c'est venu plutôt aux États-Unis, bien entendu. Dès 65, on le sent aux États-Unis. Et puis vivent entre eux surtout. Et donc il y a le phénomène de sécession. À l'époque de Lasch, c'était plutôt la sécession des riches, je pense. Je suis plus très sûr, mais là maintenant, ça serait plutôt la sécession des universités, et particulièrement des très grandes universités, avec leur culture qui devient séparée, qui devient, comme on dit maintenant, woke, ou tous ces trucs-là. Donc il y avait cet élément de la révélation. Et bon, au début, moi, j'ai pas un gros tempérament apocalyptique. Je reste un personnage archaïque de centre-gauche qui n'aime pas, comment dire, l'excitation. Oui. Mais finalement, je trouve que la notion d'apocalypse, finalement, peut être assez utile pour décrire tout ce qui se passe en Europe, aux États-Unis. Pour continuer le détournement de concepts de ce secteur de la société américaine qui produit le terme apocalypse. On est aussi dans le transhumanisme et l'homme augmenté. Et donc moi, je serais partisan d'une apocalypse augmentée, c'est-à-dire d'un concept généralisé. Alors là où je dirais que mon vrai différend avec Thiel, il est au-delà du fait que moi, lui, je le trouve dans une apocalypse minimale, et moi, je suis dans une apocalypse augmentée. C'est la cause de l'apocalypse. Et lui, il parle de la victoire d'Internet et la victoire de la liberté par Internet, destructrice des contraintes. Alors, je ne sais pas, j'interprète, hein, j'ai énormément de mal à me fixer sur la pensée de tous ces gens, parce que pour moi, c'est quand même... Il y a un côté un petit peu start-up, où justement... Voilà, ce monde-là, donc c'est un monde de geeks qui n'est pas mon monde, donc finalement, je ne pense pas que les informaticiens aient une conscience historique très élevée. Hein. Je m'excuse, je suis un peu... C'est très paradoxal, parce que l'entreprise qu'il a fondée après PayPal, ça s'appelle Palantir, Ouais. qui a un nom tiré du Ouais. Seigneur des Anneaux. C'est une entreprise de surveillance, en fait, Ouais. qui est justement pas du tout sur la liberté, puisque c'est donc de la surveillance Mais je crois, ça c'est très intéressant. voilà, et qui a après été vendu à plusieurs, beaucoup de gouvernements, etc. Mais je crois pour que surveiller les gens, en fait. Donc, mais je crois que chez tous ces gens, il faut pas chercher la cohérence. Il faut pas chercher la cohérence. Ouais. C'est beaucoup une activité pulsionnelle, et pour moi, c'est une activité qui résulte d'une dislocation de la société et de la pensée. C'est-à-dire, quand je réfléchis sur cette nouvelle pensée américaine qui apparaît de plus en plus, qui est analysée, on voit apparaître toutes sortes de noms, dont on va peut-être parler, les Yarvin, Nick Lang, qui est un Anglais aussi. Pour moi, c'est pas de la vraie pensée. C'est une pensée pas morte, mais en décomposition. Je pense en termes d'autopsie. C'est-à-dire quand je travaille, oui, je suis dans le concept en ce moment. C'est déjà mort. Voilà, c'est mort, ça se décompose. Et donc, quand je travaille sur la pensée de tous ces gens qui apparaissent, il y a des très belles analyses dans Le Grand Continent, dans la revue. Ils font vraiment un travail formidable. Mais pour moi, c'est pas de la vraie pensée. C'est de la justification. C'est l'autopsie. Et puis, sachant que ça vient du monde anglo-américain, quand on sait ce qu'est la pensée traditionnelle du monde anglo-américain, l'empirisme britannique... Il y a un côté quand même très pragmatique, en fait. Empirisme britannique, pragmatisme américain,
honnêtement, beaucoup de ces trucs, là je parle pas de Thiel, je pense plutôt à Yarvin, hein. Pour moi, c'est du bourbonisme. Ouais. Je veux dire, je sais pas si vous connaissez la série, Alors, on peut peut-être expliquer le aussi. Big Bang Theory, Oui. non? Voilà. Oui, Ah bah pour moi, toute cette pensée, c'est des geeks qui commencent à s'intéresser à la politique, hein. Vous voyez, c'est vraiment, ils sont... Bon, voilà, mais je voudrais terminer quand même sur la notion d'apocalypse et ce que je dois à Thiel, quand même. C'est le vrai désaccord, parce que c'est vraiment important pour comprendre ce qui se passe. Le vrai désaccord, c'est sur la cause de l'apocalypse, la cause de la révélation. Donc pour lui, ça va être victoire d'Internet, comment dire, libération de cet État et de ces transferts de puissance, etc. Ça, quand on est à l'intérieur de la bulle américaine, c'est ce qu'on doit percevoir. Mais vu de plus loin de l'histoire, la cause de l'apocalypse, pour moi, c'est la confrontation et la défaite à un système adverse construit sur des bases complètement différentes, qui est le système russe. C'est la défaite militaire. C'est la défaite, en fait. Et c'est une chose qu'il faut... Ça, j'avais compris dès le début. Si on veut comprendre ce qui se passe aux États-Unis, qu'il s'agisse de la politique de Trump, qu'il s'agisse des évolutions idéologiques, de cette floraison de pensées, enfin de bourbonisme techno-féodaux, je veux dire, ça se passe après confrontation au système russe. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que tous ces gens sont plutôt des libertariens qui attaquent l'État, etc., et qui se réjouissent de la défaite de l'État. Mais en fait, le système qui les a brisés, le système russe, c'est un système super traditionnel. Donc il y a une conception de la nation russe qui n'a pas bougé ou qui s'est rétablie. Il y a, je veux dire, une conception de l'État souverain, conception de la souveraineté, un attachement à des technologies avancées et avançant, mais qui restent assez matérielles quand même. Et en fait, par rapport à la Silicon Valley, en fait. Voilà, et en fait, ce qui permet le triomphe en Occident, je veux dire plutôt dans l'Empire, en fait, au sens large, incluant les États-Unis et l'Europe, de toutes ces conceptions anti-étatiques, libertariennes, techno-délirantes, apocalyptiques et autres, je veux dire, c'est la supériorité d'un système adverse totalement traditionnel. C'est-à-dire parce que, honnêtement, le système russe, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est quoi le système russe? Bon, c'est l'économie de marché, un rôle de directeur de l'État, et depuis la politique de sanctions, c'est je dirais, c'est un protectionnisme imposé. Mais en fait, le package... Imposé par l'extérieur. Par l'extérieur. Mais qui l'a renforcé au final. Économie de marché, liberté de circulation, protectionnisme, rôle directeur de l'État, commissaire, etc. C'est le modèle français des 30 Glorieuses. C'est-à-dire, en fait, la vérité des États-Unis, c'est qu'ils se sont brisés par incapacité à produire des biens industriels, insuffisante prise sur les systèmes financiers internationaux. Ils se sont brisés sur un modèle d'un type assez traditionnel. Et c'est là qu'est la vraie différence avec Thiel. Donc, je lui prends avec gratitude le concept d'apocalypse, qu'on peut appliquer aux États-Unis, et maintenant je commence à l'appliquer à l'Europe. Mais la vérité, l'apocalypse, elle vient de la confrontation à un système absolument balisé, standard, externe. Est-ce que c'est un peu une revanche par rapport justement à l'écroulement du communisme, de l'URSS Ah bah c'est le, je veux dire, ce qui est fascinant actuellement, c'est le parallèle qu'on peut établir entre ce qu'on vit nous à l'Ouest, là, et ce que les Russes ont vécu. Dans les années 90 peut-être. Voilà, comment dire, j'ai repris donc je réfléchis beaucoup sur
comme bon, je cherche à rester digne de ma réputation de prophète certifié, je reviens sur mes anciennes prédictions. Donc j'ai beaucoup réfléchi sur mon premier livre, La chute finale, et celle sur la décomposition de la sphère soviétique. Et ce qui me frappe, c'était l'excellence du coup d'œil que j'avais eu très jeune. Et par contre, mon incapacité temporaire à comprendre ce qui se passait quand le communisme s'est effondré. J'aurais jamais imaginé les souffrances de la Russie. J'aurais jamais imaginé l'état de déliquescence. Une phase un petit peu justement d'oligarchie kleptocratique, en fait. Oui, mais c'était... Oui, ça, c'est ce qui s'est manifesté, c'est que tout le monde s'est saisi de ce qui existait, de bien d'état, etc. Mais c'était surtout le désarroi des consciences. Et je pense que c'était parce que j'avais pas percuté que le communisme, c'était la religion de la Russie. Donc c'était l'effondrement. L'idéologie, c'est un truc qui tient une société. Ça peut être une religion, ça peut être une idéologie laïque. Et donc les Russes étaient perdus, tout s'est décomposé. Et là, j'avais vraiment pas pigé. Alors, par contre, ce que j'ai compris assez vite, assez vite, c'est une dizaine d'années quand même, hein, donc faut pas être pressé, c'est que la Russie allait se rétablir. C'est-à-dire, j'ai relu Après l'Empire, hein. C'était mon deuxième livre je vous prie de m'excuser de faire le vieil universitaire qui renvoie souvent à ces livres, mais je suis un peu dans une... c'est pas de la nostalgie, c'est juste on se demande ce qu'on a fait dans la vie, quoi. C'est intéressant. Donc il y avait 1976, la chute finale, prédiction sur la chute de l'Union soviétique, et je crois qu'Après l'Empire a dû sortir en 2002-2003, et Après l'Empire, c'est le livre où je prédisais que l'Amérique ne serait jamais toute puissante parce que le monde était trop vaste et en développement, et que l'Amérique n'était plus à l'échelle du monde, que son industrie n'allait déjà plus très bien, donc il y avait un bon coup d'œil. Ouais. Il y avait Mais qui était un moment où ça a été un peu la culmination de l'Empire, justement. Voilà, là, c'était genre gna gna gna, c'est pas vrai. Mais quand j'avais écrit La chute finale, les gens aussi pensaient en termes d'expansion soviétique, hein. Ouais. Donc, comment dire? Est-ce que vous voulez peut-être expliciter la définition de l'Empire, en fait? Non, d'abord, je voudrais, avant d'en venir à nous, en fait, qui est notre vrai sujet, l'Occident, je voudrais terminer. En fait, l'expérience russe reste très directrice pour moi. Ce que j'avais vu juste et ce que j'avais raté, et puis revu juste. Et l'un des trucs qui m'a frappé en relisant, enfin en refeuilletant, Après l'Empire, il y a des bêtises dedans, hein. J'avais assigné à l'Europe un destin merveilleux, je veux dire, et là, honnêtement, j'avais tout faux, il n'y a pas de problème. Mais il y avait un chapitre sur le retour de la Russie, et où, en fait, comme données, où je prédisais le retour à l'équilibre de la Russie, son retour sur la scène internationale, là, honnêtement, on peut dire, j'ai pas été déçu. Poutine n'a pas été déçu, ne m'a pas déçu plutôt. Et en fait, j'ai essayé de regarder les données que j'avais pour le faire. Et donc j'ai vu, oui, alors dans la phase d'effondrement, 1990, 1993, redémarrage à la hausse de la mortalité infantile. Et puis j'avais vu que dès 1994, elle avait recommencé à baisser, alors que l'économie était toujours en décomposition en théorie. Et en fait, j'avais que ça, honnêtement. C'est un peu trop, mais je crois que pas, et ça c'est très important, je crois que à ce stade, j'avais ce que je n'avais pas quand j'avais fait La chute finale, j'avais mon modèle d'analyse des sociétés d'après leur structure familiale originelle. Et donc je savais que la structure familiale russe, c'était un système autoritaire, égalitaire,
La famille paysanne, c'était le père, ses fils, les petits-enfants, des ménages extrêmement au communautarisme familial. Et ça, très tôt d'ailleurs, j'avais vu que la Russie n'allait jamais devenir une démocratie occidentale d'alternance, en fait. Il n'y a pas de problème. Mais il y avait dans cette notion communautaire, trace communautaire, je savais ça et je me disais, avec ce truc derrière eux ou sous eux, qui donne d'ailleurs une vision de la nation. Il y a un rapport entre l'idée qu'on se fait de la vie familiale, sur nos blocs combat comme ça, et l'idée qu'on se fait de sa nation, en fait. Et les Russes avaient ça, et je pense que peut-être que pour le coup j'ai joué au poker avec cette donnée, où mon inconscient m'a amené à prédire le retour de la Russie par cette connaissance. Mais ça a quand même très bien marché. Et alors, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est de voir ce genre de segmentation du temps, prédiction à court terme de l'effondrement, ça c'est, j'allais dire, jamais un problème pour moi, que ce soit pour la Russie ou pour les États-Unis. Les États-Unis m'ont fait de la prédiction d'Nescafé, là, instantanée, en un an c'est bon, quoi, ils se cassent la gueule. Euh, euh, la situation intermédiaire où c'est très difficile de comprendre ce qui se passe, et on l'a aussi, et je suis assez mal à l'aise, donc j'essaie de jouer patauge. Mais par contre, sur les perspectives à long terme, là, pour les États-Unis, là, je peux en faire, et c'est pas les mêmes que pour les Russes. Ouais. Je peux en faire aussi sur l'Allemagne, d'ailleurs, pour les mêmes raisons. À court terme, c'est beaucoup de l'action, des politiques, etc. C'est plutôt que les tendances longues. Il y a des... Alors, si vous voulez, là, si on se met à court terme, on est dans la période équivalente à l'effondrement du communisme. Donc là, c'est quoi la vraie apocalypse? L'apocalypse augmentée. L'apocalypse augmentée, c'est l'effondrement de ce que j'appellerais l'idéologie de l'Empire. Oui, peut-être c'est le moment de définir l'Empire. Oui, peut-être qu'on peut effectivement expliquer ce que c'est. L'Empire, c'est partir d'un système qui existe et puis voir comment il se décompose par plaques, en fait. Alors l'Empire, c'est très simple, c'est conventionnel, c'est le système de domination américain établi à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est l'Amérique, les pays anglo-saxons, les pays libérés et les pays conquis. Donc Allemagne, Japon, Corée du Sud, de fait, ou annexés par influence comme Taïwan. Alors il y a une sorte de périphérie de l'Empire qui n'est pas vraiment dans l'Empire, qui sont des sortes d'États clients qui ont leur autonomie. Si je mettrais l'Ukraine, le régime nationaliste ukrainien, je ne le mets pas vraiment dans l'Empire. S'il était dans l'Empire, ça voudrait dire que les Russes ont perdu. Oui. Donc voilà, un État comme Israël n'est pas vraiment dans l'Empire. Israël a son autonomie, ses rêves ou ses cauchemars autonomes. Voilà, donc ça c'est la structure de l'Empire. Enfin, c'est l'Empire. Alors, l'Empire, il est, je dirais, unifié. C'est un système économique. C'est un système économique dans lequel le cœur industriel a été évidé au centre, particulièrement aux États-Unis, et particulièrement dans la partie intérieure des États-Unis, où est le cœur de l'électorat trumpiste, dans les États rouges. Hein. La Rust Belt. Ouais, voilà, et rouge, mais red aussi, au sens de l'intérieur, pas seulement industriel. Et puis, il y a une périphérie dans laquelle il y a, en allant vite, les restes d'activités industrielles. Je veux dire, l'Allemagne, le Japon, la Corée. Et puis, les anciennes démocraties populaires, qui sont aussi des grosses zones d'activité industrielle, où
mais qui sont plutôt en gestion par l'Allemagne. En Mhm. fait, c'est l'Allemagne qui représente ça. L'une des choses vraiment très intéressantes, c'est la façon dont l'Empire est évidé au centre en termes de potentiel industriel. Je veux dire, le cœur financier est aux États-Unis ou à Londres, Ouais. mais Ce l'activité... qui est contesté aujourd'hui, c'était le discours de J.D. Vance quand il est Oui, oui, justement en oui, disant, on a ouais. cru que voilà, qu'on pouvait déléguer Oui, oui. toute Voilà, la ils production s'essayent, industrielle et en ils fait, veulent voilà, ils repasser d'une veulent structure impériale, réindustrialiser. ils veulent repasser d'une structure impériale à une structure de, je dirais, de nations géantes, Mhm. comme le sont d'ailleurs la Russie ou la Chine, qui sont Mais des... en annexant leurs voisins proches, en fait. Voilà, c'est le rêve, je dirais, c'est le projet actuel. Alors, il y a une hétérogénéité anthropologique. Moi, en fait, je vois le monde, j'ai passé tellement de temps dans l'analyse des structures familiales et leur rapport à l'idéologie, que le premier truc que je regarde quand je regarde un pays, c'est sa structure familiale sous-jacente. Donc il va y avoir dans l'Empire est divers du point de vue des structures familiales. Le monde anglo-américain, c'est ce que j'appelle famille nucléaire absolue. Je parle des temps anciens autant que modernes, c'est-à-dire les paysanneries anciennes. C'était des systèmes où le ménage ne comprenait jamais plus que papa, maman, les enfants. Mhm. Et surtout, c'était un système très faiblement régulé en termes de normes. C'est-à-dire pas de... Enfin, il y avait une règle, les enfants devaient sortir du noyau familial très tôt. Très tôt, c'est toujours le cas. Voilà. Et puis, mais il n'y avait pas de règle d'héritage très claire. Le rapport c'était ni égalitaire ni inégalitaire, en fait. C'est vraiment un monde flou. Une règle d'exogamie très forte. Mhm. On n'épouse pas son cousin ou sa cousine. Voilà. Alors, la France, par exemple, en tout cas le bassin parisien, qui est dans l'Empire, de fait, malgré les efforts de De Gaulle, euh, et peut-être grâce à ceux de Sarkozy, je ne sais pas comment dire ça, c'est quand même Sarkozy Ouais, nous a ça a remis dans le temps, dans le donc temps. dans l'Empire au Mm. sens le plus technique, militaire. Alors nous, on est famille nucléaire, mais il y a une périphérie plus complexe, avec des systèmes plus autoritaires. Mais même la famille nucléaire française n'est pas complètement, comment dire, en anthropologie, aussi indifférenciée, c'est-à-dire dépourvue de valeurs organisatrices. J'ai une valeur d'égalité, en fait. Voilà, Pas- c'est ça, exactement. Alors, vous aurez été super en anthropologie, là, quand même. Hein. C'est vraiment... J'ai l'impression de me faire prendre à mon propre jeu. Mais la valeur d'égalité est dans la structure familiale des paysans ou des ouvriers agricoles du bassin parisien. Et c'est quand même une structure. Ça organise les rapports des gens les uns avec les autres. Et puis alors, il y a les deux pays, les deux grands pays industriels conquis par les États-Unis, sont l'Allemagne et le Japon, qui eux sont dominés par la famille souche, ou qui l'étaient en tout cas, c'est-à-dire un système vertical, autoritaire, avec héritage du bien familial par le fils aîné en général, quelquefois le cadet, mais le plus souvent le fils aîné, et fortement structuré par des valeurs d'autorité et d'inégalité. Donc l'Empire est très hétérogène. Mais quand même, je suis vraiment désolé de devoir aller si vite, c'est faire des cours d'anthropologie en 15 secondes. Alors là, pour le coup, c'est l'anthropologie d'escafé, quoi. C'est pas, j'ai honte. Ah, mais ça explique beaucoup Voilà, de mais choses, c'est pour donc. dire qu'on peut quand même essayer de saisir la réalité d'une façon de longue durée, etc. Et puis, il y a couvrant l'ensemble de l'Empire, bon, bien entendu, il y a l'appareil militaire américain. L'OTAN d'un côté, l'alliance, entre guillemets, asiatique de l'autre, qui font de la périphérie de l'Empire, non pas du tout des alliés, mais des sujets de l'Empire. Des sujets qui peuvent être consentants au niveau de leurs oligarchies, mais qui sont des sujets, je dirais. Et puis, il y a aussi, depuis ce qui est développé entre 2000 et 2020, c'est le contrôle financier, avec Internet et les nouvelles techniques. Ça, j'en parle pas mal dans la défaite de l'Occident. Mhm. C'est-à-dire, et les techniques de surveillance.
en fait. Donc c'est devenu un système de pouvoir et de contrôle, pas du tout des masses populaires ou, comme je dis, on me l'a reproché, des complotistes du plateau de Millevaches, mais des élites, en fait, des oligarchies secondaires qui sont surveillées. Il y a un centre au Danemark de la NSA, à Copenhague, qui surveille les élites européennes. Mais au-delà de C'est ça... ce qu'avait révélé Edward Snowden. Voilà, c'est ça. Et moi, je pense que l'une des choses... Oui, tout à fait. Je pense que l'une des choses que les Américains n'ont jamais pardonné aux Russes, c'est d'avoir protégé Snowden. C'est de leur permis de vivre. C'est une sorte d'inversion des modèles historiques habituels où le mec fuit en Russie pour rester libre. Enfin, pour les gens de ma génération, c'est une histoire de fou, quoi. Ouais. Mais c'est quand même, je dirais, la réalité. Mais il y a, au-delà de ces rapports de force, de ces réseaux, de ces questions militaires, il y a quand même une idéologie générale de l'Empire à laquelle adhèrent toutes les oligarchies de l'Empire. Et je crois que j'ai essayé de la définir rapidement. Je crois que la façon la plus rapide et la plus efficace, c'est de dire que c'est un monde qui pense que les nations n'existent plus. C'est logique pour un empire. C'est logique, mais c'est une croyance sincère. C'est une croyance qui est portée justement par les strates supérieures, qui ont fait des études supérieures et qui ont l'impression de ne plus rien avoir en commun avec les pauvres types qui n'ont qu'une éducation secondaire. Et donc, ils se regardent là, des deux côtés de l'Atlantique, de la Manche, du Rhin, et ils disent, bah oui, on est tous pareils, on est tous merveilleux, on est tous supérieurs, la nation s'est dépassée. Et puis, ça, c'est la conception générale. Alors, il y a deux types de dépassement de la nation. Là, je dirais qu'il y a une variante impériale stricte, qui est la variante américaine. Les nations sont dépassées, et d'ailleurs, on les domine toutes. Hein? C'est-à-dire, si c'est l'Amérique qui décide pour l'Europe, effectivement, les nations n'existent plus en Europe, il n'y a pas de problème. C'est encore plus vieux d'ailleurs, parce qu'il y a toute l'Amérique latine, en fait, l'Amérique du Sud. Ah ben ça, moi, chaque fois que je parlais dans des trucs de l'époque j'ai presque envie de profiter de l'occasion pour m'en excuser. Je parlais d'une époque, moi j'ai été très pro-américain, pour des raisons familiales, et donc je parlais de l'Europe, de l'époque où l'Amérique était merveilleuse. États-Unis, on va dire. Oui, les États-Unis, oui. Où les États-Unis étaient merveilleux, protégeaient l'Europe des dangers totalitaires et ces trucs-là, etc. Et puis, toujours des latino-américains qui me disaient, je veux dire, vous oubliez quand même les coups d'État, les interventions, donc je profite de l'occasion pour faire amende honorable, des trucs comme ça. Mais, et d'ailleurs, j'ai un copain qui s'appelle Philippe Chaplin, qui connaît très bien l'Amérique latine, et qui m'a fait remarquer qu'il y avait une sorte que les élites européennes commençaient à ressembler aux élites latino-américaines, en fait, dans leur soumission. C'est vrai. C'est-à-dire, l'Europe est devenue une sorte d'Amérique latine. C'est ça. Dans l'Empire, c'est assez, je dirais, assez rigolo. Et puis alors, dans le registre du dépassement des nations, il y a l'Union européenne. C'est le même principe. Alors, c'est présenté, comme une version pacifique et ayant dépassé l'idée de la guerre à cause de l'histoire horrible de l'Europe dans la guerre. C'est une très bonne justification, mais donc zone démilitarisée, qui investit peu dans le militaire, etc. Mais la vraie raison de cette sortie de la guerre, c'est que c'est l'Europe des vaincus et que leur armée, c'est l'armée américaine. Donc en fait, c'est juste normal qu'il y ait ces deux branches. Dans la partie dominée de l'Empire, il y a pas d'armée, en fait, ou des armées croupions, voilà. Alors, associé à ce dépassement des nations, il y a des idéologies auxquelles les gens, comme à toutes les idéologies, adhèrent sincèrement. Donc il y a le libre-échange. Le libre-échange, si les nations n'existent plus, pourquoi prélever des droits de douane? Il y a la liberté des flux financiers.
C'est pareil, pourquoi s'embêter? Ouais, on a vu les réactions, justement, à l'attaque contre le libre-échange là qui ont été, Voilà, bien sûr. c'était un Tout sacrilège. retour à la nation porte en lui-même la possibilité du protectionnisme, en fait, Mmh. qui n'est pas... Il y avait l'immigrationnisme aussi. Bah, je suis plutôt favorable à l'immigration dans des proportions raisonnables, mais il y a une sorte d'immigrationnisme fou qui s'est répandu dans cet univers qui se pensait post-national. Et puis, il y a des choses associées qui tiennent à l'évolution sociale générale dans l'idéologie de l'Empire. Il y a le féminisme. Mmh. Le féminisme, et ça se passe à une époque aussi où l'émancipation des femmes s'accélère. Là c'est la partie de l'idéologie qui a ma sympathie, je l'admets, etc. Et puis, il y a, fin de distribution, il y a l'idéologie LGBT, Mmh. qui frappe tellement les Russes ou les Hongrois, qui pour moi est une idéologie composite. En fait, l'homosexualité a toute ma sympathie. Le T, transgenre, c'est le dépassement de la réalité, c'est la dimension folle de cette idéologie de l'Empire. Voilà, donc il y a ce truc-là. Et je crois que ce qui est en train de se passer, cette idéologie de l'Empire, il faut la mettre en opposition, en regard ou en comparaison avec le communisme de la fin de l'époque soviétique. C'est-à-dire, on sait, le monde occidental, les États-Unis, l'Europe, pensaient que leur système était, avec sincérité, efficace et merveilleux. Ils pensaient que le produit intérieur brut russe était 3% du produit intérieur brut de l'Empire. Ouais, parce En que fait, en fait, en ne comptant pas les choses, voilà, c'est effectivement, voilà, donc ils pensaient que leur valeur était supérieure, indiscutable, et, et ces 97% de supériorité se sont avérés incapables de creuse, en produire fait. autant d'obus que la Russie. Mmh. Et donc, là est la révélation de la vérité. C'est là que je trouve qu'il y a plus simple, plus direct, plus global, plus augmenté que ce que dit-il sur l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la défaite en Ukraine, en fait. C'est ça qui révèle la réalité du système occidental, qui révèle que le capitalisme financiarisé, ultralibéral, ultra-individualiste, etc., était une fiction inefficace. Mmh. Et, euh, et c'est ça qu'on est en train de vivre. En fait, on est en train de vivre la mort de notre religion, comme les Russes ont vécu la mort du communisme. Mmh. Et c'est pour ça qu'on est, je dirais, dans cet état de confusion. Et pour moi, l'un des premiers résultats de cette confusion, du désespoir qui s'est emparé, eh ben, c'est l'élection de Trump, que moi, je ne vois pas particulièrement comme une surmobilisation de son électorat, de ces types qui se droguaient aux opioïdes, ou se suicidaient, ou survivaient en consommant des biens importés de Chine ou d'ailleurs. Mais pour moi, la cause première, c'est le désespoir du camp impérial. C'est l'essoufflement du camp d'en face. C'est-à-dire qu'il n'y croit plus. C'est-à-dire, c'est l'équipe Biden, les démocrates, auxquels s'étaient ralliés les néoconservateurs comme Kagan, ils ont été confrontés à l'horrible réalité de leur incapacité, alors qu'ils s'apprêtaient, ils étaient en train de retrousser leurs manches pour affronter la Chine, ils se rendent compte, qui est la première puissance industrielle mondiale, et ils se rendent compte qu'ils sont même pas capables de faire face à la Russie. Mmh. C'est ça l'apocalypse. C'est ça l'apocalypse qui sort de la défaite. Et évidemment... Et ça, c'est un élément nouveau parce que, en fait, c'est pas la première défaite des États-Unis. Il y a une longue série là non au Vietnam, oui, en Afghanistan. oui, mais
les Américains, ils perdent toute leur guerre. C'est pas un problème. Donc, ils sont habitués finalement. Ils sont habitués. D'ailleurs, l'un des principes de base de la géopolitique vue par les Américains, c'est on est dans notre île, continent, on peut faire des bêtises à l'extérieur, on perd des guerres, mais c'est pas grave parce qu'on se retire, plus ou moins honteux. On a foutu, appelons les choses par leur nom, le bordel et la mort partout. Hein. Je crois que le Vietnam, ça doit être 3 millions de morts. Les Irakiens, ça doit être des centaines de milliers. Quand on verra le bilan côté ukrainien, on verra. Alors là, ils ne sont pas engagés directement, c'est de la guerre par procuration, mais ils ont planifié. Très très lourd. C'est les plans militaires du Pentagone et les équipements américains qui ont fait défaut. Hein. C'est bien les Américains qui ont été vaincus en Ukraine, c'est pas les Ukrainiens. Hein. Et donc, mais là, se faire battre par l'insurrection vietnamienne, par la révolte des Pashtuns en Afghanistan, dans des opérations de guérilla, par des luttes intercommunautaires en Irak, c'est une chose. Mais se faire battre dans un choc frontal avec la Russie, je veux dire, avec le terrain de la production industrielle globale, maintenant, on lit dans un article dans le New York Times où ils disent quand même, tirer sur les Houthis, est-ce qu'on va avoir assez de munitions? Une demi-page dans le New York Times, même une guerre. Donc, vraiment, il y a un problème de déficit où on entend des trucs dire actuellement, il y a une guerre entre l'Inde et le Pakistan, mais l'un des problèmes du Pakistan, c'est les Américains les ont forcés à livrer trop d'obus aux Ukrainiens. Est-ce que les Pakistanais, maintenant, ont assez de munitions contre les Indiens? Enfin, je veux dire, tout le système est sous tension. Et donc, c'est la première défaite stratégique, planétaire, globale des États-Unis. Et le régime Trump sort de ça. Et le désespoir, l'un des trucs frappants, c'est l'absence de réaction de la classe démocrate impériale aux États-Unis devant les fantaisies de Trump. C'est comme si... Oui, alors qu'il y avait eu énormément de manifestations. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et puis cette floraison d'absurdité idéologique autour de Trump. Mais tout ça, c'est ça qu'il faut comparer à la chute du communisme. Et ce qui est vraiment, pour moi, stupéfiant, c'est la montée en puissance des idéologies antidémocratiques et libertariennes. Oui, ça, on peut en parler justement, effectivement. Peut-être vous vouliez parler de Curtis Yarvin. Oui, je vais en parler. Du mouvement des Lumières sombres, de Dark Enlightenment. Oui. Oui, alors il y a toutes sortes de trucs qui sortent et que tout le monde s'efforce d'analyser partout. Et effectivement, on voit bien qu'il y a des gens aux États-Unis qui pensent que c'est arrivé pour eux. Honnêtement, je vais parler honnêtement quand même. Il m'est arrivé de lire des livres c'est pas ma spécialité, mais des livres de philosophie politique. Hein. J'ai même lu le Léviathan, vous voyez, pas 2 fois, mais une. Donc j'ai essayé de lire des trucs de Yarvin, de Nick Land, là, de Dark Enlightenment. Yarvin qui est aussi un ingénieur de la tech. Honnêtement, comment dire, j'ai vu les efforts d'analyse du grand continent, sa grande interview en 3 parties, mais pour moi, formé à la recherche à l'université de Cambridge, en Angleterre, et donc, je le disais tout à l'heure, résidu archaïque de l'époque empirique de la pensée anglaise, c'est juste, j'ai l'impression de voir un geek ivre-mort à un comptoir de bistrot. Je veux dire, je parlais d'autopsie, je veux dire, c'est un produit de décomposition. Et
et je dirais que le signe, donc vous allez avoir des gens qui vous parlent, ou qui vous parlaient depuis longtemps. Ils avaient commencé bien avant la défaite. Ça émerge à cause de la défaite et ça émerge tout puissant, je veux dire, dans la révélation du caractère fictif de l'économie américaine. Et donc, vous avez ces rêvasseries. Alors, il commence par d'abord, c'est antidémocratique. Oui. Ce qui est d'ailleurs totalement en contradiction. On parle beaucoup de monarchisme, en fait. Oui, monarchisme, avec remplacement par l'idée de PDG. On remplace le roi, parce que ça fait rétro, par l'idée de CEO, c'est-à-dire de PDG. C'est inégalitaire, mais, comment dire, c'est... dans le contexte d'une défaite face au système russe, c'est incroyable. Parce que, en fait, le système russe, j'espère qu'on ne va pas à nouveau me prendre pour un agent, mais là, j'essaie de comprendre. Enfin, je veux dire, les gens qui sont en train de perdre leur guerre contre la Russie devraient essayer de comprendre pourquoi ils sont en train de la perdre. Je vais te donner un exemple. La France perd la guerre de 1870. Hein, ils arrivent à une conclusion. Quand même, les conscrits prussiens savaient lire. Tous. On avait un petit déficit de ce côté-là. Donc, avant de faire la guerre de 14, on a Jules Ferry, et on se dit que ça serait bien si tous nos jeunes savaient lire et écrire. Oui, c'est la grande époque. Voilà, et de fait, on gagne la guerre de 14, avec difficulté, mais on la gagne. Voilà, donc on va chercher les points forts de l'adversaire. Mais là, tout ce que cette pensée réclame, alors que le système américain vient d'être abattu, en fait, par un État que j'ai décrit comme démocratie autoritaire, des démocraties autoritaires, verticale du pouvoir. J'ai jamais dit que le régime russe, c'était des anges. Mais il y a cette idée que la force d'une nation vient de la participation de tous à cette nation, cette composante égalitaire, démocratique, et de la force de l'État. Et donc, tout ce qui sort aux États-Unis, c'est des trucs qui réclament la dissolution de l'État, qui disent que les hommes ne sont pas égaux, c'est complètement dysfonctionnel. Donc qui s'attaque, effectivement, qui dissout les agences. Voilà, et donc je veux dire, qui détruit un peu plus. Alors, ils augmentent le budget militaire, ou ils essayent, mais c'est pas des lignes de crédit. Il faut avoir des gens pour travailler, des usines, ça. Et qui, en fait, a une politique qui comment dire, a toutes les chances, alors que l'idée trumpienne de recentrage sur la nation, ou même de recomposition ou de redéfinition de l'Amérique comme hégémone régionale. Alors, j'espère que je ne vais pas faire scandale en disant que la conquête du Groenland et du Canada et du canal de Panama ne m'apparaissent pas a priori comme des choses absurdes dans ce contexte. C'est pas gentil. Non, mais c'est une stratégie, effectivement. Voilà, mais bon, ça c'est donc c'est pas bien, mais c'est concevable. Mais je veux dire, les propositions libertariennes de destruction de l'État et de considérer ou d'insister sur le fait que les hommes ne sont pas égaux, qui doivent être juste libres dans le vide, c'est quelque chose qui, bien loin de Make America Great Again, va produire une Amérique plus petite, plus vite. C'est-à-dire va produire une accélération du processus de décomposition. Est-ce que ce n'est pas un habillage intellectuel un peu pour un processus similaire à ce qui s'est passé justement au moment de l'effondrement du communisme, c'est-à-dire on parle beaucoup de techno-féodalisme, en fait, c'est des oligarques qui veulent... voilà, c'est un phénomène de féodalité et d'éclatement par des gens qui sont là pour piller, en fait, tout simplement. Oui, mais le problème, c'est que quand vous êtes dans un système en décomposition,
à l'intérieur du système, il y a des gens auxquels la décomposition profite. Alors, et c'est un problème de narcissisme inévitable. Les gens, si ça va bien pour eux, ils pensent que ça va bien pour tout le monde. Enfin, c'est une sorte de biais cognitif, je dirais, classique. Alors, là, j'aimerais dire pourquoi je pense que les États-Unis sont foutus. Allez-y. Avec votre autorisation. Oui, oui. Bon. Et liberté de contredire, surtout, qui est importante. Je pense qu'ils sont foutus pour la même raison qui me faisait penser que la Russie allait se redresser. C'est l'anthropologie fondamentale. Mais je reviens sur votre notion d'instrumentalisation, je ne sais plus comment vous avez dit comment on désignait les profiteurs là. De kleptocratie. Non, mais comment dire, c'est que les valeurs de la famille russe était comme une assurance de stabilité et de recomposition pour le futur. Donc elle impliquait la vision d'une nation compacte, était structurée par des principes d'autorité et d'égalité. C'est ça qui a permis la mise en place du régime Poutine, en fait. C'est-à-dire la verticale du pouvoir et l'égalité des citoyens. C'est des principes fondamentaux. La famille nucléaire absolue anglo-américaine, c'est un système qui ne garantit, en théorie, que la liberté des individus, qui se débarrasse de ses enfants très tôt, qui leur donne une grande mobilité, enfin une grande mobilité quand il y a des opportunités économiques, parce que tout ça se détraque actuellement, même aux États-Unis, mais qui n'a ni principe d'égalité, ni principe d'inégalité, qui est très indifférencié, qui mène au flou, en fait. Qui mène au flou, je crois que la force des systèmes anglo-saxons, c'était que ce type familial donne de la flexibilité. C'est sûr, ça permet, ça permet de rebondir aussi, peut-être. Commençons par la flexibilité. Ensuite, la question du rebond. Ça permet, vous êtes l'Angleterre, c'est une société paysanne, tiens, si on se débarrassait de nos paysans, et on fait la révolution industrielle. Si on se débarrassait de nos ouvriers, et là on a la révolution néolibérale, thatchérienne, tout bouge très vite, et moi, ça marche si vous sortez de ce cadre simplement familial, et si vous avez en plus je ne sais pas si on doit dire superstructures ou d'autres structures qui sont des structures d'ordre. Donc il y a... Comme le protestantisme, en fait. Voilà. Les Anglais, ils avaient aussi l'État franco-normand, en fait, au départ. Les Anglais et les Américains, ils avaient surtout les cadres sociaux et mentaux donnés par le protestantisme. Et donc là, ce cadre a implosé. C'est pour ça que je parle de religion zéro, de protestantisme zéro. Et si vous n'avez plus ces cadres religieux et si vous avez une structure familiale nucléaire absolue, sans rien, ce que vous avez devant vous, c'est un monde flou. Et effectivement, la pensée libertarienne peut tout à fait être considérée comme l'expression de ça. C'est comme une sorte de pensée reflet, mais qui aggrave la décomposition. Je veux dire, qui pousse en avant, qui fait de nécessité vertu. Et donc, un effet dissolvant au deuxième degré. Quand vous parlez de nihilisme, peut-être... oui, c'est ça, le nihilisme, c'est ce qui apparaît... pas simplement dans la région de famille nucléaire, ça, le nihilisme, je l'attribue à l'état zéro de la religion qui ne résout pas les problèmes de l'humanité. Mais les Américains ou les Anglais se sont lancés dans... Après, le transhumanisme, justement, il y a aussi cet idéal d'aller coloniser Mars ou
Oui, bien voilà, sûr. c'est aussi, Oui, très bien. ça peut Allons comme remplacer, les en fait, émarces. voilà. Vous savez, je suis hanté. C'est pas bien, ça n'a aucun rapport. Mais je suis hanté. Parce que tout le monde parle d'Elon Musk comme l'homme le plus riche et le plus intelligent du monde. Un peu riche, mais Non, non, les gens le parlent reste, de je ne lui sais comme d'un pas. génie. Les gens parlent d'un génie. Et je suis hanté par une blague. Bon, je vais pas avoir l'air sérieux de nouveau. Allez-y. Qui était populaire à mon époque. Donc ça ne nous remet pas avant la guerre de 14, mais tout juste. Et mais c'était plutôt avec Nixon et Kissinger. Et donc je suis désolé d'avance, ça n'a pas de vrai rapport avec le sujet, mais vous remplacez Kissinger par Elon Musk. D'accord. Donc, on est dans un avion, mettons Air Force One, où il n'y a que 4 personnages. Il y a le pilote, il y a Nixon, président des États-Unis, il y a Kissinger et un étudiant qui est là. Et panne d'avion, etc. Il faut sauter en parachute, etc. Il n'y a que 3 parachutes. Alors là, le président se saisit d'un parachute et dit « Je suis l'homme le plus important du monde, celui-là me revient. » Et il saute. Voilà. Et puis à ce moment-là, le Kissinger arrive, remplacé par Musk, et dit « Je suis l'homme le plus intelligent du monde, celui-là me revient. » Bon. Et il saute. Puis là, le pilote se précipite pour prendre des parachutes, et là, l'étudiant lui dit « Ne nous énervons pas, l'homme le plus intelligent du monde vient de sauter avec mon sac à dos. » Et donc, je suis hanté par cette blague quand je pense à Elon Musk maintenant et au problème de Tesla, Oui. puisque cet homme si intelligent semblait avoir oublié qu'un producteur et vendeur ne devait pas déplaire idéologiquement à ses clients ce que tout commerçant sait dans un village de n'importe quelle partie du monde. Mais bon, je ne sais plus où j'en étais là, je me suis perdu, je m'excuse. Non, Mais, c'est pas... mais quand même, sur cette idée de... Sur la chute des États-Unis. Oui, c'est-à-dire ce problème de... C'est un problème... ce qu'on avait avec la religion protestante, c'était un individualisme créatif, organisé. Donc il y avait des individus, une valorisation de l'individu, et puis il y avait des cadres sociaux et moraux, à l'intérieur desquels s'organisait d'ailleurs une opposition de gens plus à droite, plus à gauche, et de choses comme ça, et ça a donné la première puissance mondiale quand même. On est en train de parler de l'Amérique qui fut, je ne sais pas ce qu'on doit dire, la première puissance mondiale. Et puis, on a maintenant ce processus de dissolution de la cohésion sociale. Quand on pense aux libertariens, quand on pense aux diminutions d'impôts, qui sont aussi caractéristiques de l'ère Trump, je veux dire, élus par, j'ose pas dire les ouvriers, parce qu'on ne sait plus trop ce qu'ils font, par la plèbe intérieure des États-Unis, qui vit des chinois, on est confronté quand même à des choses qui restent pas mal de droite. Ça. Mais en fait, l'une des choses qui m'a frappé, j'ai refeuilleté et lu quelques lectures récentes quand même, c'est que la haine de l'État, enfin, les gens de droite, aux États-Unis, ils détestent l'État fédéral parce que l'État fédéral, c'est la protection des Noirs pour eux. Ah oui. C'est même pas pour des raisons économiques, c'est parce que l'État fédéral a imposé les droits civils à partir des années 50-60. Et puis, il a fait les politiques d'affirmative action, dont la dénonciation est l'une des priorités de Musk et de compagnie. Je dirais c'est l'idéologie sud-africaine de l'administration Trump. Et comment dire, et c'est un bassin d'emploi pour les Noirs aussi. Je veux dire, Washington est une ville noire parce que l'État fédéral est à Washington et l'État fédéral est rempli de Noirs. Donc il y a cette grosse dimension irrationnelle de droite dans la lutte contre l'État. Contrairement au secteur de la technologie. Voilà, tout à fait, oui, on peut en reparler après. Mais
En fait, j'ai relu des bouquins. L'un des trucs qu'affectionnent beaucoup les Américains, que les Français ne sont plus trop capables de faire, c'est des visions larges de l'histoire. Quand vous appartenez à l'ethnie dominante de la planète, euh, vous êtes capable d'écrire des histoires de l'humanité. Mhm. Si vous êtes dans la nostalgie de la grandeur de la France de Louis XIV ou de Napoléon, vous n'avez pas tellement envie d'écrire une histoire de la planète où vous n'êtes plus que quelque chose de marginal. Mais si vous êtes au centre du monde, raconter l'histoire du monde peut vous brancher. Bon, ils font ça volontiers. Et, euh, et c'est un genre littéraire, donc qui est pas forcément de gauche, mais qui est pas de droite du tout, et quand même plutôt de gauche. Donc j'ai lu le bouquin de Jared Diamond, dont le titre anglais était Guns, Germs and Steel, et dont le titre français est de l'inégalité parmi les sociétés, pas parmi les hommes, hein, parmi les sociétés. C'est bien pensant, il veut bien montrer que c'est pas à cause des races, que c'est pour des raisons géographiques, donc c'est bien ressources, ressources, voilà, le caractère vertical du continent sud-américain, américain, le caractère horizontal de l'Eurasie, enfin tout ce qu'on veut. Mais dedans, l'État est désigné comme une kleptocratie. Et il invente la religion pour justifier sa kleptocratie. Donc il y a une vision négative de l'État. Voilà. Vous prenez le bouquin, tout ça c'est des choses qui sont assez populaires en France aussi, hein, de James C. Scott, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Against the Grain, 2017, ça c'est plus récent, et qui a été traduit en français sous le titre Homo domesticus. Et bien, de la même manière, vous aurez, c'est sur l'origine des premiers États, et donc vous aurez domesticus, c'est domestiqué par l'État. Et donc vous aurez une vision négative de l'État. Et ça, c'est une vision anthropologie ou histoire très ancienne, anarchiste. Vous prenez un type, vous prenez David Graeber et David Wengrow. David Graeber, il est surtout connu pour des bullshit jobs. Puis il a une démarche sympa à gauche. Oui. Faut être honnête. Et donc ils ont écrit ensemble un bouquin qui s'appelle The Dawn of Everything, qui est vraiment intéressant parce qu'ils sont les premiers qui ont compris tous les progrès qui ont été faits sur l'histoire profonde du paléolithique, du néolithique, de l'âge de bronze. Enfin, c'est rempli de faits très très intéressants. Là vraiment, ça vaut le coup de le lire. Mais c'est des faits choisis, c'est du patchwork. Donc en France, c'est au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité. C'est le truc, hein, pour les. Je veux dire, c'est l'histoire, la technologie c'est négatif, l'État est vilain, l'histoire aurait pu être autrement, au départ les femmes étaient merveilleuses, et c'est aussi implicitement très anti-étatique. Donc ce qui est vraiment frappant chez tous ces gens que, à l'instinct, je parlerais plutôt des sensibilités de gauche, c'est que eux aussi sont anti-État. Mais l'État, bon, c'est toutes sortes. Ça n'a pas du tout la même signification aux États-Unis. Et donc, en fait, ils sont les libertariens. Et ces gens-là collaborent, sortent de la même chose. Et cette même chose, c'est le tempérament de la famille nucléaire absolue, en dehors d'un encadrement par un contexte religieux. Donc je pense qu'ils vont pas y arriver, parce qu'il faut, pour s'en sortir, pour recréer une nation autonome avec le protectionnisme, bon, il faut une population active qualifiée qu'ils n'ont pas, il faut il faut un enseignement régénéré qu'ils veulent juste un peu plus détruire. Il ne suffit pas de remplacer l'idéologie woke par des absurdités antidémocratiques, etc. Mais surtout, pour moi, tout ça sort d'un fond anthropologique, et le fond anthropologique est là, voilà. Mais d'autres pensent autrement. Oui, bah après, effectivement, on peut se demander aussi s'ils ne peuvent pas justement essayer d'importer. Là, il y a
Et il va peut-être y avoir, pour des raisons justement d'assèchement énergétique et de droits de douane, juste de l'Europe par exemple, s'ils vont pas essayer d'importer une partie de l'industrie allemande sur leur sol et de faire revenir ça un peu de cette façon-là, même si, par exemple, ils vont perdre aussi beaucoup peut-être d'ingénieurs chinois ou indiens qui qu'ils avaient aussi importés aussi au final. Oui, oui. Il y a toujours cette idée d'aller Mais chercher ailleurs en fait. mais on en avait parlé. Vous n'y croyez pas, vous, au déclin des États-Unis? Si, si, moi j'y crois tout à fait, je crois au déclin de tout le monde, mais je pense que ils vont avoir au moins effectivement certaines ressources, de l'énergie, des choses comme ça qui vont faire défaut ailleurs en fait, et notamment en Europe. Mm. Donc, ou le fait d'avoir une structure peut-être plus égalitaire, en tout cas en France, bah, ne remplacera peut-être pas le fait de ne pas avoir justement ces choses-là en fait. Ouais, ouais. J'admets volontiers que je n'ai jamais été assez sensible aux questions de l'énergie, mais c'est vrai qu'ils ont ça, en fait. Ça serait quoi les atouts de l'Amérique? Les, la, la Silicon Valley et l'avance technologique, j'y crois pas trop, parce que, comment dire, mais je l'avais lu quelque part, Silicon Valley, c'est même pas américain, en fait. C'est-à-dire les deux tiers des ingénieurs Oui, niveau licence et plus sont étrangers. Donc énormément de Chinois, d'Indiens, bah je crois des qu'en Français aussi, hein, bah, oui, tout le monde en fait, tout le monde c'est 23% indiens, 18% chinois. Nés en Californie, seulement 17%. mhm. Et puis il y a tous les autres. Donc euh, alors c'est pas juste qu'ils sont très dépendants de l'importation de main-d'œuvre, et que c'est clair que le comportement de Trump ne rend pas l'Amérique très attractive pour les étrangers. C'est pas. Non, surtout que là, il y a eu beaucoup d'arrestations, même de gens en situation régulière et tout, donc je pense que ça doit. Voilà, voilà. Mais et donc, oui, en fait, En fait, le problème, c'est comme c'est très international, c'est des gens qui disséminent, en fait, Oui. je veux dire, ce qui a été fait là-bas. C'est-à-dire, bah, les types qui ont fait Mistral en France, qui est un truc Mhm. d'intelligence artificielle, sont passés par la Californie. Alors, eux, je ne sais même plus s'ils sont polytechniciens ou normaliens, mais ils sont passés par là-bas, et puis ils ramènent en France, et la même chose se passe pour la Chine. Donc, c'est pas un avantage qui va durer. Ah, après, il y a un effet bah, déjà de concentration du capital aussi qui aide quand même à développer ce genre de choses, parce que nous, on est fort pour inventer des choses, et puis très souvent, après, ça se fait racheter rapidement, En France, justement. Oui, c'est ça. en France, ouais. Euh, et on n'arrive pas, en fait, justement, à pousser ça. Et puis, il y a aussi le fait que, bah, comme on est très libre-échangiste, Ah justement, on voilà, se ouais. protège pas du tout. Donc, Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas que pour beaucoup de gens, il y a plusieurs Amériques à l'intérieur du même pays, et qu'il y a peut-être justement un clivage entre différentes parties du pays Il y a- oui, il y a plusieurs Amériques, et c'est les Amériques sur lesquelles moi je travaille depuis des années. En fait, le thème de la guerre culturelle, par exemple, qui continue d'opposer l'Amérique de Trump à l'Amérique woke, comme on dit maintenant. C'est un thème très ancien. J'ai le bouquin chez moi. Il y a un bouquin qui s'appelle Culture Wars, The Struggle to Define America, d'un dénommé James Davison Hunter, qui date de 1991. Donc c'est quand même pratiquement au lendemain de la chute du communisme. Mhm. Et tout ça a cru embelli. Et on peut avancer le thème. C'est-à-dire c'est une guerre culturelle
qui s'est à la fois... C'est pas tellement qu'elle s'est amplifiée, c'est qu'elle s'est stabilisée dans l'espace. Parce qu'il y a une particularité des États-Unis que n'a pas la France. En France, on a un État centralisé, bon, un peu de régionalisation, on a des départements. Les Américains, ils ont des États fédérés, et ces États fédérés ont des réels pouvoirs. Et donc, il y a des cultures, les deux cultures peuvent s'incruster dans des entités politiques qui ont un vrai pouvoir. Et donc, c'est la bonne base pour une guerre civile, hein, d'avoir deux territoires. C'est-à-dire que les gens de la partie en rouge sur les cartes républicaines des États-Unis, ils sont dans des États qui ont des pouvoirs et qui ont eu des pouvoirs au terme de ces longues guerres culturelles, d'interdire dans certains cas l'avortement, et tout ça a cru embelli, tout ça existe. Et on peut, j'ai fait un calcul, alors c'est des États qu'on pourrait décrire comme populaires au sens strict, puisque la population y est moins éduquée que dans les États bleus démocrates. Et donc, c'est une éducation moins avancée qui va pousser au vote Trump, mais qui va avoir des effets profonds, par exemple, sur la fécondité. Et donc, j'ai fait un calcul, là, c'est très récent. J'ai pris la fécondité vers 2020, ou 2023, c'est la différence de 2023, et puis le dernier vote Trump, et on trouve au niveau des États un coefficient de corrélation entre les fécondités les plus hautes et le vote Trump de plus 0,75. C'est très élevé, hein. Le coefficient de corrélation, ça varie, en positif ou négatif, de 0 à 1. Oui. Ça veut dire que le coefficient de détermination d'une variable par l'autre est de 56% quand même. Et ça, si on prend une carte, ça va faire deux Amériques, il n'y a pas de problème. J'ai même calculé la fécondité moyenne des États qui ont voté Trump la dernière fois et des États qui ont voté Harris. Donc vous allez trouver la fécondité, le nombre d'enfants par femme des États qui ont voté Trump de 1,67. Et des États qui ont voté Harris de 1,47. Oui, c'est quand même une différence importante, mais c'est là qu'on trouve, je dirais qu'on trouve la limite de l'opposition des deux Amériques. Parce que les deux sont en dessous de 2. Ben voilà, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que même 1,67, c'est la France, en fait. Oui. Je veux dire, même l'Amérique de Trump ne fait pas mieux que la France en termes de fécondité, ce qui est déjà tout à fait insuffisant et ce qui représente pour la France une baisse. Donc il y a, bien sûr, et donc en fait ça veut dire qu'on est cette opposition des guerres culturelles, il y a quelque chose de réel, mais quelque chose qui est, je dirais, dans la nuance. Même si on prend les gens je voudrais absolument montrer que je ne suis pas inconscient d'une certaine diversité. C'est-à-dire quand on prend les gens, l'une des choses qui distingue la deuxième présidence Trump de la première, c'est, on disait, l'éclosion d'une pensée très diverse, souvent portée par des gens jeunes. Hein, et vous allez avoir, il y a ce que j'appelle les geeks monarchico, style Dark Enlightenment, Curtis Yarvin, etc. Mais il y a d'autres trucs. J'ai fait l'effort, je suis vraiment... il y a des moments où je trouve que ma conscience professionnelle va au-delà du possible. Je me suis tapé le bouquin de Pete Hegseth, le ministre de la Défense. La Défense, oui. Pour combien de temps, on ne sait pas trop, parce qu'il bourde à une telle vitesse. Un bouquin qui s'appelle American Crusade, qui date de 2020. C'était écrit juste avant que Trump ne soit pas réélu. Et qui est... Il y a les éléments, je dirais, pas déraisonnables de la doctrine Trump. Donc il y a le truc sur le déséquilibre commerciaux, il en parle un peu, sur l'immigration illégale. Pour moi, on peut le faire avec la manière, il faut être poli, mais la lutte contre l'immigration illégale n'est pas du tout un truc absolu pour moi.
et puis des trucs sur les erreurs de politique étrangère. Donc tout n'est pas fou, mais à part ça, le livre est un délire sur la liberté conçue dans l'abstrait, et avec cette chose qui a été réutilisée par la leader de l'AfD. Dans ce bouquin, vous allez trouver le nazisme comme produit par des socialistes allemands. Je veux dire, voilà. Et puis vous avez quand même ce qui me semble très commun de la pensée la plus débile autour de Trump, c'est une adhésion fanatique à Israël. Vraiment, il y a un truc complètement aveugle, très particulier. Donc ça, c'est un livre, honnêtement, moi j'étais directeur de bibliothèque, quelquefois il faut purger le fond. Ça, c'est les livres qui partent à la poubelle, hein, au bout de quelques années, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des livres vraiment bien. Moi, il y a 4 ans, j'avais fait un... Il est moins proche de Trump, mais il est sorti, il a fait des papiers dans le Financial Times récemment, un type qui s'appelle Oren Cass, qui avait écrit un bouquin en 2018 qui s'appelle The Once and Future Worker, dont j'avais fait un très long compte-rendu pour la revue française Books, et qu'il avait fait traduire en anglais. Ah, donc c'est un livre très, très civilisé, en fait, sur la défense, un livre de droite, hein, mais très civilisé sur la défense de monde ouvrier populaire, qui dit des choses d'ailleurs qui ne sont pas applicables par Trump, puisqu'il parle de subventionner les bas salaires. Donc, mais que j'avais décrit comme un livre qui aurait pu permettre une réconciliation des républicains trumpistes et des démocrates de gauche. Donc c'est quand même... voilà, donc c'est un type très bien, lui, il n'y a pas de problème. Ou alors, le livre que j'ai lu le plus récemment, c'est de type qui est le sous-secrétaire d'État à la Défense, je crois, enfin je ne connais plus les titres, Elbridge E. Colby. C'est un jeune aussi, qui avait écrit en 2021 The Strategy of Denial. C'est-à-dire, denial, c'était interdire à la Chine de devenir hégémonique en Asie. Pas de contrôler la Chine, mais de lui interdire de devenir hégémonique. C'est un livre de réalisme stratégique qui donne une vision très acceptable du déclin de la puissance américaine et qui va, ça m'a frappé à cause de mes liens avec le Japon, qui arrive à la fin jusqu'à dire ah ben si ça devient vraiment trop difficile de contenir la Chine avec nos moyens, peut-être qu'on devrait accepter la possession par le Japon et la Corée de l'arme nucléaire. En disant même, pas tout, le fait que la France ait l'arme nucléaire et le Royaume-Uni aussi, ça a plutôt aidé à la dissuasion face à l'Union soviétique. Bon, ça, on aime ou on n'aime pas ce genre de pensée. Mais je veux dire, c'est un type fondamentalement raisonnable. À côté, alors, si je devais, de façon pifométrique, avec un instinct de satisfaction, je dirais qu'autour de Trump, dans la pensée autour de Trump, il y a 25% de pensée raisonnable et 75% de débiles. En fait, c'est un peu changé. Mais au-delà de ça, même autour de Trump, je crois qu'il ne faut pas accepter a priori l'idée d'une image polarisée. Donc, vous voyez, par exemple, on parle, donc, une autre célébrité récente, c'est J.D. Vance, le vice-président qui est venu insulter les Européens à domicile, avec quelques bonnes raisons et beaucoup de mauvaises raisons. Pour moi, maintenant je comprends, il était dans la lutte contre la partie de l'Empire qui refusait de s'aligner sur les nouveaux maîtres de l'Empire. Il luttait pas contre les Européens, il luttait contre les Euro-Américains, en fait, dans son point de vue, en soutenant les Roumains, ou bon, des trucs comme ça. Et lui, donc tout le monde a lu sa biographie, enfant des parties primitives de l'Amérique intérieure, des Appalaches, etc. Mais Vance lui-même, en fait, en tant que personne, est très ambigu, puisque il a, comment dire, il a épousé une dame qui est fille d'immigrés indiens, de langue telougou, je pense. Et donc, et son mentor à Yale
c'était une dame qui s'appelle Amy Chua, qui est moitié philippine, moitié chinoise, qui est une vedette en elle-même par ses publications, qui a écrit des bouquins. Sur l'éducation, il me semble. Oui, des trucs sur le bouquin, il y a des trucs. Mais moi, j'ai lu son dernier bouquin qui est très intéressant, qui s'appelle Political Tribes, Group Instinct and the Fate of Nations, qui date de 2018. Dans lequel elle montre que l'une des particularités de l'Amérique, c'est que c'est une nation, c'est la seule nation civique supranationale, mais qu'elle est menacée par la fragmentation tribale. Mais ça montre que Vance, il sort pas de ses montagnes simplement. Je veux dire, il est aussi au cœur d'une culture extrêmement mondialisée. Oui, il a été coaché par Peter Thiel aussi. Hein? Il a été coaché aussi par Peter Thiel. Voilà, et donc ça, et l'autre chose qui m'a le plus surpris, puisqu'on est dans les guerres culturelles, dans l'affrontement des idéologies woke et anti-woke, etc. J'ai vu apparaître un papier dans le Financial Times sur Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor, qui est responsable. Alors lui, c'est un modéré, il explique que tous les coups de poing sur la table et les tarifs de Trump, c'est pour préparer à des négociations. C'est un type qui est quand même beaucoup plus conformiste, mais il n'est pas... Il y a d'autres façons dont il reste assez proche de ce que j'appellerais l'idéologie impériale. Il est homosexuel, il est marié à un homme, et ils ont eu 2 enfants avec des mères porteuses. Ça, c'est leur ministre des Finances. Et donc, c'est pas... Et donc, l'image du Trumpisme comme un monde simplement chrétien, rétrograde, etc. Donc, il y a quand même tout ça pour suggérer qu'il y a, au-delà des différences, il y a une Amérique qui est commune à tous. Et qui risque d'être de plus en plus uniforme parce que l'idéologie impériale a explosé, parce que du désespoir s'est installé dans l'idéologie impériale. Et donc, toutes ces composantes culturelles, on pourrait faire un modèle, on se dit, dans la difficulté, dans cette restructuration du monde, tout ça s'apprête plutôt à fusionner. Peut-être que c'est la fin des guerres culturelles par victoire chaos technique, par disparition de la composante supérieure ou éducative supérieure des classes américaines. Après, les guerres culturelles ont beaucoup été utilisées pour masquer justement les luttes des classes. Oui, mais je crois... Oui, oui, je sais, on a ce sentiment, mais bon, la lutte des classes existe, les intérêts économiques existent, et d'ailleurs... un des trucs frappants quand on regarde l'évolution des niveaux de revenus et des inégalités de recherche, quand on voit la succession des présidents démocrates, Trump, etc., aux États-Unis, on ne voit aucune différence. Donc là, on a de nouveau une vision d'une Amérique qui suit sa route sans tenir compte des affrontements. Mais je crois qu'il y avait une certaine sincérité les gens qui, je veux dire, l'ambassadeur des États-Unis au Japon, qui militait pour les droits LGBT, était sincère. C'était pas juste. Il y a un certain niveau c'est de la fausse conscience, c'est de l'idéologie. Ça a un rapport avec des déterminations de classe. Il n'y a pas de problème. Mais ça n'est pas que cynisme. Alors, ça c'est l'apocalypse américaine. Mais il y a l'apocalypse européenne aussi. Voilà, c'est ça. Et ça c'est comment dire, ça c'est l'autre... c'était la deuxième surprise en fait. La deuxième surprise, c'était le néo-bellicisme européen. Alors là, je me suis vraiment arraché les cheveux pour comprendre ce qui se passait. Donc,
pourquoi est-ce que ces élites européennes, enfin ces oligarchies européennes, qui n'avaient déjà pas gagné la guerre avec les États-Unis, voulaient la gagner sans eux. D'accord? Donc là, j'avais d'abord trouvé une réponse de niveau 1. L'acharnement, c'est Hein? c'est de l'acharnement. Voilà. Mais j'avais une réponse de niveau 1. C'était que, en fait, ils étaient tellement périphériques dans l'action, tellement pas au courant, je veux dire, de l'interaction entre le Pentagone, sur les services de Starlink, l'interaction. Ils ne savent pas à quel point les Américains étaient impliqués dans la gestion de l'armée ukrainienne. Mmh. Eux, ils envoyaient un peu de matériel, hein, c'est comme ça. Ils n'étaient tellement pas dans l'action qu'en fait, eux n'ont pas compris la défaite. Ouais. Ils n'ont pas compris, donc ils veulent continuer parce qu'ils ne savent pas, alors que les Américains, ils savent. Parce que les Américains, ils savent, le Pentagone, ils savent que leurs arsenaux se vident à une vitesse exagérée. C'est un déni de réalité, en fait. C'est pas qu'ils dénient, c'est que la réalité, ils n'y ont jamais eu accès. Ouais. En fait, ils ne savent pas ce qui sont passés. Ils ne savent pas comment la contre-offensive ukrainienne a été planifiée à Washington. Ils ne savent pas tout ça. Et puis, il m'est venu finalement une idée plus subtile, c'est que ce qui est présenté, ce qu'on essaie de nous vendre sur nos chaînes de télévision, c'est l'idée que les Européens ont compris. Les Européens ont compris que finalement, la paix, ça va être difficile à gérer, que la paix kantienne n'est pas pour demain, et qu'il va falloir s'armer et se définir et s'assumer comme Européens. Mmh. D'accord? C'est D'accord. une instrumentalisation aussi pour, justement, essayer de durer et Oui, mais de regardez. passer de la fédéralisation. Oui, pour durer, on peut dire comme ça. Mais si on revient au modèle impérial, et si on se dit, il y avait un système impérial qui comprenait, qui était la sphère de domination politique, idéologique, je dirais, et informatique européenne, on pourrait dire l'espace Amazon, Mmh. puisque Amazon n'existe vraiment que dans l'espace de domination politique américain. Moi, j'ai découvert qu'en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, Amazon n'est pas du tout dominant. Donc, en fait, tous ces trucs qui nous apparaissent comme naturels sont, voilà. C'est simplement, c'est une façon d'appartenir à l'Empire. Et une révolution, la défaite entraîne une révélation, une apocalypse au cœur de l'Empire à Washington. Et en fait, la périphérie de l'Empire est en retard. Mmh. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ça n'a pas encore atteint. C'est ce qu'on appelle en linguistique et en anthropologie l'archaïsme des zones périphériques. Mmh. C'est-à-dire, la périphérie de l'Empire vit toujours dans l'ancien système mental de l'Empire. Et donc, ils veulent continuer la guerre contre les Russes, pas du tout en tant qu'Européens, mais en tant que périphérie fidèle de l'Empire. Donc, je crois qu'il faudrait plutôt les voir comme des Euro-Américains. Mmh. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on est en train de vivre. Et c'est ça qui est en train de craquer. Parce que les économies européennes ne résistent pas, parce que, comment dire, si on applique, vraiment, je trouve ce concept d'apocalypse est formidable. Si on voit comment dire, si on voit l'Europe comme le continent qui a le plus souffert économiquement des sanctions, on peut le voir comme le continent qui est en train de craquer, Mmh. où cette espèce de lutte des classes généralisée qui existe potentiellement dans tout l'Empire, entre les éduqués supérieurs
et les gens ordinaires progressent sans cesse, euh, on approche d'un point de rupture et là, ces derniers temps, les, on sent que l'apocalypse approche. Ouais, on sent qu'il y a un raidissement aussi. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a bon, tous les partis populistes progressent, mais je veux dire, pour moi, la dernière nouvelle, c'était le succès de Farage en Angleterre, les progrès de l'AfD, mais pour moi, les signes les plus intéressants, c'est la tentation où sont tous ces systèmes menacés. Parce qu'évidemment, quand la guerre n'est pas finie, hein, elle va reprendre là. On sent les négociations ont échoué, il ne pourrait pas y en avoir. On attend des offensives russes et ça va se terminer de façon très brutale par une victoire russe. Et là, nos élites vont être vraiment délégitimées en fait. Donc là, ça va être l'apocalypse pour nous. Mais il y a pour moi, le signe qui approche de l'approche de l'apocalypse, c'est les interdits électoraux. Je veux dire, ça commence avec la Roumanie, oui. qui a quand même des candidats annulés. Je pense que l'élimination de Marine Le Pen du politique français est quand même un acte majeur. Ouais. C'est l'un des trucs qui devrait, je pense, être discuté à propos du... En Géorgie aussi, des élections, oui, ça a été très... En fait, ouais. la candidate, l'ancienne présidente, ça a quasiment refusé, en fait, de reconnaître le résultat elle s'est enfermée dans son bureau, simplement. Voilà, c'est ça, elle a essayé de... Oui, il y a une sorte de... C'est-à-dire que le... Et elle est aussi, je crois qu'elle a double nationalité française également, et en Roumanie, ils ont aussi accusé la France, en fait, d'être... Mais je pense que dans l'événement de République souveraine, de commémoration du référendum et de son contournement... Oui, du 29 mai. Voilà. Voilà. Les billets sont en vente. Mais je pense que ça serait intéressant d'avoir une discussion... quand même, mais sur l'angle de la science politique, hein, pas de la politique politicienne ou d'une prise de parti, de défense de quoi que ce soit, de la signification de l'élimination de Marine Le Pen des élections présidentielles. Parce qu'en fait, c'est un truc énorme. Moi, j'ai jamais voté pour le Rassemblement national, mais c'est quand même un truc historiquement énorme. Et à mon avis, c'est depuis ce moment-là que j'ai le sentiment que la victoire du Rassemblement national est inéluctable maintenant. Mais ça fait partie de l'apocalypse. Il y a un sondage qui est passé. Et qui dit quoi ? Qui donnait, il me semble, oui, Jordan Bardella, vainqueur. Voilà, mais n'importe quel candidat, en fait. N'importe quel candidat avec l'étiquette, parce que la façon dont ces systèmes que je décrivais comme hybrides, combinant des éléments oligarchiques et démocratiques, là, on sent que d'une façon ou d'une autre, on va sortir de l'hybridité. Hein. Donc l'interdiction du peuple est au programme maintenant, mais c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment un moment fascinant. Mais le comportement des... vous parliez d'énergie, là. Hein, donc, longtemps, j'avais le sentiment que les Américains étaient plus dingues que les Européens. Je suis désolé. Et donc, j'appliquais le concept de nihilisme plutôt aux Américains. Mais depuis que vous avez conscientisé au problème d'énergie, osons le dire, en discutant, autant il m'apparaît que... Enfin, il n'y a pas de problème. Le nihilisme européen, des élites européennes, les dirigeants européens n'a rien à envier à celui de l'administration Biden ou Trump. Ouais, c'est un peu hors sol, en fait, d'imaginer c'est-à-dire déjà conduire cette guerre et puis
s'en Qui sortir. vivent sans énergie Voilà, ou oui. avec une énergie si chère. On peut montrer, effectivement, c'est des graphiques qui sont, extraits du rapport Draghi, qui montrent qu'effectivement, le prix du gaz en Europe est 4,5 fois supérieur au prix, aux États-Unis et le prix de l'électricité est par rapport à la Chine aussi et que le prix de l'électricité est 2,5 fois supérieur. Donc en fait, c'est impossible d'être compétitif, si on garde un système de libre-échange. C'est toujours pareil en fait. Mmh. C'est-à-dire que, on pourrait dire que justement, ils pourraient prendre conscience que Oui, ça va pas marcher et au contraire, décider de faire quelque chose de très protectionniste. Mais là, en fait, ils font plutôt le contraire parce qu'apparemment, ils ont ressorti en fait le TAFTA sans ressortir le nom. Mais donc c'est quoi? C'est alors c'est le traité, transatlantique en fait, de libre-échange, avec les États-Unis qui avait été mis, dans un carton, au moment de la première élection de Trump. Mmh. On a signé des tas d'accords, on a signé avec le Canada, avec d'autres pays et cetera. Mais, celui avec les États-Unis avait été, donc n'a jamais été signé, par opposition, justement des États-Unis. Mais là, la réaction européenne, en fait, aux droits de douane américains, c'est justement de proposer, de faire, du coup, un système complètement libre-échangiste avec eux, ce qui, est une aberration quand on voit parce qu'on n'est pas du tout compétitif, en fait, et donc ça provoquerait la fuite, immédiate, je pense, de toutes les industries, Oui, donc il européennes y aux a États-Unis. donc Donc on est d'accord, regarde, dans le comportement disons, les oligarchies européennes, il y a une dimension nihiliste d'autodestruction, oui, d'incapacité à tenir compte des c'est réalités, pas, c'est pas incompatible avec l'idée d'un monde qui serait comme un résidu de l'Empire. ouais. C'est marrant parce qu'on peut dire, il y a une révolution de recentrage sur la nation aux États-Unis, qui s'acharne à sadiser toute la périphérie de l'Empire qui ne suit pas, mais nos dirigeants, eux, veulent toujours servir. Ouais, ouais, Ils c'est sont ça. toujours dans l'espoir que le maître va être gentil. Oui, puis on voit qu'il y a, c'est pareil, voilà, il y a du libre-échange avec la Chine. Là, on va signer le Mercosur. Ouais, Merz est venu hier, pour dire qu'il fallait absolument signer le Mercosur, c'est ce qui va être catastrophique pour l'agriculture française. ouais. Il y a vraiment pas du tout de remise en question, en fait, de cette idéologie, Donc oui, conservatisme des zones périphériques. ouais. C'est vraiment un concept très utile. Moi, le pays en fait, le pays le plus important dans tout ça, c'est l'Allemagne, hein, parce que Mmh. c'est toujours pareil quand on parle de l'Europe. Si les Américains se retirent du système européen, le système européen redevient un système allemand, Mmh. dominé par l'Allemagne. Donc c'est l'Allemagne qui compte. De même pour la reprise de la guerre. Le seul truc qui puisse poser des problèmes aux Russes, c'est la mobilisation De l'industrie allemande, de l'industrie allemande pour la guerre. ce qui est déjà un peu le cas, en fait. Là, ils sont en train de faire un virage un peu, Voilà, et puis partant d'ailleurs, c'est l'Allemagne, hein. Donc l'Allemagne, c'est ce pays qui a essayé d'oublier le nazisme, qui y est même arrivé, en un certain sens, en, en se donnant une identité d'efficacité économique, de rigueur budgétaire, qui est devenu une espèce de société machine. mmh. Moi, ma grande crainte, c'est que les Allemands ne réarment que par souci d'équilibre économique, sans se rendre compte. Mmh. Mais cela dit, c'est vrai que depuis qu'on a entendu Merz se proposer de faire balancer des missiles taurus sur le pont de Kerch en Crimée, Mmh. c'est-à-dire de voir l'Allemagne revenir dans une guerre directe avec la Russie comme au bon vieux temps, Mmh. je veux dire, ça va un peu au-delà. Mais j'ai une prédiction sur l'Allemagne. Allez-y, Voilà, donc en fait, je voudrais, je voudrais terminer ma carrière par des prédictions de plus en plus audacieuses et de plus en plus sûres. Donc, donc, donc j'avais eu très tôt cette idée que la Russie allait se relever. Voilà. Là, je pense que comment dire, que les États-Unis sont partis pour un puissant fond.
dans lequel libertariens de gauche, de droite, de partout, vont accélérer le déclin sans se rendre compte, sans conscience de ce qu'ils font et tout en pensant qu'ils sont des génies. Mais l'Allemagne est un cas vraiment intéressant parce qu'elle va, elle, elle va revenir au centre du jeu, inévitablement. Et comment dire, là est particulièrement le jeu entre l'AfD et l'establishment allemand me paraît intéressant. Et c'est là que je vais tenter une prédiction. C'est-à-dire que, bon, il s'agit de... Bon, c'est vrai que quand on regarde le contenu de l'AfD, que ce soit en termes de contenu idéologique ou de composition des dirigeants de l'AfD, c'est quand même vraiment inquiétant. Vraiment inquiétant. Surtout que même, je voudrais pas avoir l'air, ça me gêne toujours d'avoir l'air de dire du bien du Rassemblement national, dont je ne pense aucun bien, mais à côté de l'AfD, j'ai l'impression que le Rassemblement national est un parti de centre-gauche. Hein. Donc, si on est voilà, c'est toute une rigueur, une logique germanique qui s'exprime dans l'AfD, qui en plus est bien implantée dans les régions prussiennes, post-protestantes, etc. L'ex-Allemagne de l'Est. Voilà, mais en fait, les gens qui sont en face d'eux, les défenseurs de la démocratie libérale, qui viennent de faire publier un rapport par les services secrets pour... Oui. Voilà, par les services secrets, ne me semblent pas tellement moins rigides que les gens de l'AfD. C'est là que je redeviens anthropologue. L'Allemagne, c'est la famille souche. C'est l'autorité, c'est l'inégalité, c'est la discipline. Et donc, si les choses continuent comme ça, si on ne sort pas de la guerre et si on s'enfonce dans la militarisation, etc., au fond, je pense que je me sens presque capable de proposer un modèle d'évolution du futur allemand avec une incertitude. C'est-à-dire, je dirais que pour des raisons de tempérament national, oui, je pense que la fascisation de l'Allemagne est probable. Mais ce que je ne peux pas dire, c'est si elle va venir de l'AfD ou des opposants à l'AfD. La couleur du fascisme. C'est-à-dire que, voilà, on ne sait pas très bien comment ça va venir. Parce que j'essaye d'imaginer, je ne suis qu'à moitié sérieux, mais je trouve que dans l'attachement de l'Allemagne à la démocratie libérale, il y a un élément d'inauthenticité. Parce qu'il n'y a pas la personnalité de base pour être libéral, relax en Allemagne. Et j'imagine, l'un de mes fantasmes, j'imagine tous les défenseurs, le groupe des défenseurs de la démocratie libérale allemande, la CDU, le SPD, etc., s'associant pour mettre tous les gens d'extrême droite dans des camps de concentration. Pardon pour cette mauvaise plaisanterie. Eh bien, ce n'est pas très rassurant, d'autant plus que nous avons signé le traité d'Aix-la-Chapelle. On parle de partager la dissuasion nucléaire. Non, mais c'est là. Voilà. En fait, j'essaie de dire sur une forme dont je conçois qu'elle puisse sembler inacceptable et un peu absurde, exagérée, le fait qu'il y a partout, c'est un peu ce dont j'avais parlé à Budapest, en fait, cette idée que il y a une sorte de lutte des classes, une sorte de classe socio-éducative et économique à la fois, qui est commune, qui existe dans l'ensemble de l'Empire, entre les éduqués supérieurs et les autres, avec les revenus qui correspondent. Mais au-delà de ça, il y a les tempéraments nationaux tels qu'inscrits dans les structures familiales. Et là, je pense qu'on va bientôt sortir de ce moment où on a l'impression d'une unité des populismes. Où les gens disaient, oui, il y a un nouvel axe, Trump, Poutine,
Orban, Mélanie. AfD, etc. Et c'est normal que tous les gens qui sont en train de faire exploser la conception post-nationale et qui demandent un retour à la nation, en fait, libèrent et font réémerger des peuples et des tempéraments nationaux très différents et qui ont non simplement des intérêts nationaux différents, mais des tempéraments nationaux différents. C'est ça qu'on a devant nous. En fait, j'y pense, mais c'est très simple. L'apocalypse en Europe, ça va être la disparition de l'Union européenne. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Emmanuel Todd. Nous rappelons que vous serez de nouveau donc le 29 mai à l'événement Au nom de la France et à Paris. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Merci à vous.